Nous allons commencer la distribution des prix et j'invite le président du premier prix, le professeur Benoît Vandenheim, membre titulaire de l'Académie, qui va vous exposer le parcours de la lauréate. La lauréate, c'est Madame Tamara Dongloff, qui va recevoir le prix d'Académie pour la microbiologie, la parasitologie, l'immunologie, la santé publique, la médecine légale et la bioéthique. Professeur Vandenheim. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'honneur de présenter la lauréate retenue par le jury pour le prix pour l'Académie pour la microbiologie, parasitologie, immunologie, santé publique, médecine légale et bioéthique. Vous voyez que c'est un champ de discipline très vaste et vous verrez que le travail de la lauréate aujourd'hui s'inscrit dans la thématique de la santé publique. Alors, le jury a été constitué du professeur Jean-Michel Donnier de l'Université de Namur, du professeur Michel Goldman de l'Université libre de Bruxelles, de la professeure Sophie Lucas de l'UC Louvain et de moi-même, Benoît Vandenheim, de l'UC Louvain, en tant que président. Alors, 6 candidatures ont été présentées, parmi lesquelles 5 étaient recevables, c'est-à-dire conformes aux conditions d'octroi du prix définies dans le règlement du prix. Alors, le jury a retenu la candidature de Madame la docteure Tamara Dongloff de l'Université de Liège pour son travail intitulé « Analyse médico-économique du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Le jury a apprécié l'originalité du travail de Madame Dongloff et son efficacité concrète et pratique dans la mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles d'une nouvelle mesure de santé publique qui a un impact réel sur le traitement de l'amyotrophie spinale, qui est une maladie neurologique congénitale qui se traduit par une paralysie progressive des muscles. Cette maladie est due à des mutations dans un gène qui s'appelle SMN1, qui contrôle en fait la survie des motoneurones. Alors depuis quelques années, un nouveau traitement a été développé pour cette maladie. Il s'agit d'une thérapie génique qui permet de remplacer le gène muté, le gène déficient. Cette thérapie est très efficace, mais il est impératif qu'elle soit appliquée dès les premières semaines de vie du nourrisson, c'est-à-dire avant que les motoneurones soient détruits par la déficience de ce gène. Il est donc nécessaire de mettre en place un dépistage de cette maladie dès la naissance, afin d'appliquer donc le traitement le plus tôt possible. Un tel dépistage n'existait pas en Belgique avant le travail de Madame Dongloff. Elle a démontré la faisabilité, l'utilité, la rentabilité en termes de santé publique d'un test génétique de dépistage de l'amyotrophie spinale, et ce malgré le coût très élevé de ce traitement, dont vous vous souvenez qu'il a d'ailleurs défrayé la chronique il y a quelques années à propos d'un petit bébé dont le traitement était envisagé et n'était pas encore remboursé. Ce test donc, est aujourd'hui utilisé en routine en Fédération Wallonie-Bruxelles grâce au travail de Mme Dongloff, qui a décrit son travail dans une série de 13 publications originales et qui donc a abouti à une nouvelle mesure de santé publique qui a un impact majeur sur la vie des personnes atteintes de cette maladie. Donc le jury a apprécié la persévérance et la polyvalence de Mme Dongloff, tant il est vrai que pour mettre en place une nouvelle mesure de santé publique, il faut prendre en compte, à côté ou au-delà des aspects scientifiques et cliniques, une série d'autres aspects de nature politique, économique, financière et organisationnelle qui nécessitent une interaction avec des partenaires souvent issus d'un autre monde et qui ne parlent pas toujours le même langage. Madame Dongloff a franchi ces obstacles avec brio et persévérance. Et ce succès est d'autant plus remarquable qu'elle a un parcours professionnel atypique, avec une formation initiale d'infirmière et de puéricultrice à Paris, suivie de 2 masters, toujours à Paris, en organisation de la santé et en analyse du travail, et enfin un doctorat en santé publique, au cours duquel elle a développé ce travail, le travail récompensé aujourd'hui, qui en fait représente sa thèse de doctorat qu'elle a défendue avec succès à Paris en 2022. Elle est actuellement à l'Université de Liège, où elle continue à suivre et à organiser la mise en place de ce dépistage, non seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi au-delà, aussi bien en Belgique que dans d'autres pays européens. Alors, au nom du jury et au nom de l'Académie, je tiens à féliciter très sincèrement Mme Dongloff pour son remarquable travail.
recevoir ce prix à l'Académie royale de médecine. Je voudrais d'abord remercier les membres de l'Académie et les membres du jury de m'avoir sélectionné. Je suis ravie de pouvoir présenter ici ce travail, donc, qui a été mené à l'Université de Liège, donc, sous la supervision des professeurs Laurent Servet et des professeurs Michael Luxin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de médecine, mais aussi un peu d'argent, parce que c'était quand même au cœur de ce travail, et donc, mais pas seulement d'argent. Et donc, d'abord, je vais commencer par vous présenter cet enfant qui a donc une aneuploïdie finale. Il a la forme la plus grave, mais aussi la plus fréquente de l'aneuploïdie finale, qui est l'aneuploïdie finale de type 1. Et en l'absence de traitement, cet enfant va mourir dans 4 mois, 5 mois, donc une maladie terrible. Fort heureusement, comme l'a souligné le président du jury, maintenant nous avons des traitements, nous avons 3 traitements en Belgique qui sont approuvés, remboursés, et donc grâce à ces traitements, les enfants vont pouvoir faire des progrès moteurs, déjà survivre, et ensuite avoir quelques progrès moteurs, mais malheureusement, ces progrès moteurs ne sont pas complets et ils garderont un handicap significatif. Ils auront toujours besoin d'un fauteuil roulant, de ventilation à la maison, et donc des soins de santé qui vont coûter extrêmement cher. Et puis un jour, nous avons rencontré cette famille, donc les 2 enfants sont infectés par l'aneuploïdie finale, et le grand frère en fait a pu être traité tardivement, parce qu'au moment où le traitement est arrivé. Donc maintenant, ça fait 1 an qu'il est traité, il est capable de tenir assis, ce qui était impossible pour lui avant. Quand il est bien positionné, comme ça, il arrive à bien se positionner et il garde quand même une hypotonie proximale. Mais par contre, on peut traiter comme la petite sœur, donc là, elle a été traitée à 2-3 mois, et elle a un développement parfaitement normal. La même famille, 5 ans après, on peut voir que le garçon a continué de faire des progrès, donc il a gagné en autonomie, mais par contre, quand on compare avec sa sœur, elle est capable de courir, elle est capable de faire du vélo, elle a un développement absolument normal. La même maladie, le même traitement, c'est exactement le même traitement qui existe, mais par contre des conséquences complètement différentes en termes de soins au quotidien, mais également en termes de coûts pour les parents et de coûts pour la société. Et c'est vrai que quand on a rencontré cette famille, après on n'avait plus qu'une idée en tête, c'est comment faire pour que tous les enfants puissent être identifiés comme la petite sœur. Et donc c'est en effet ce qu'on a mis en place, le dépistage néonatal, donc d'abord avec un projet pilote qui a débuté dans la région de Liège et puis qu'on a étendu au fur et à mesure dans la fédération Wallonie-Bruxelles, et qui au bout de 3 ans a été relayé par les autorités de santé pour modifier la loi et ajouter cette maladie dans la liste des maladies systématiquement dépistées à la naissance. Depuis, ça a pu être aussi répandu au nord du pays, donc on est très contents maintenant, tous les Belges peuvent en bénéficier. Et puis en même temps, en fait, en parallèle, on s'est rendu compte assez rapidement que les données médico-économiques allaient être essentielles dans notre argumentation auprès des autorités de santé. Et donc j'ai commencé à collecter les données auprès de notre grande cohorte de patients suivis au centre de référence des maladies neuromusculaires à Liège. Et donc d'abord, il y avait la première cohorte qui était la cohorte de patients historiques, donc ceux qui n'étaient pas traités. Donc on en avait énormément. La cohorte de patients qui ont été traités tardivement, quand les traitements sont apparus, ou alors après, donc systématiquement, ils sont traités après les symptômes. Et enfin, les patients qu'on a identifiés grâce au dépistage néonatal, il y avait aussi ceux qui avaient été identifiés par la fratrie, et eux ont pu bénéficier d'un traitement précoce. On s'entend que certains étaient quand même symptomatiques, ont quand même été symptomatiques par la suite, mais avec une évolution beaucoup plus favorable. Donc quand on regarde les coûts pour ces 3 catégories de patients, donc le premier, ceux qui n'ont pas de traitement, les coûts médicaux sont très importants, qui correspondent aux hospitalisations répétées, notamment dans des services de soins continus, les consultations, la ventilation, souvent c'est des patients qui ont besoin d'une ventilation au moins pendant la nuit, mais il y a également les coûts non médicaux qui sont très importants, et donc ça va être des coûts liés à l'aménagement de la vie au quotidien, l'aménagement du domicile, mais également à la perte de productivité à la fois des parents, parce que souvent les 2 parents sont obligés de s'arrêter de travailler, mais également de la vie du patient lui-même quand il devient adulte. Dans la deuxième catégorie de patients, ceux qui ont été traités tardivement, donc on a beaucoup de médicaments, qui est en effet énorme, il est probablement ce qu'il est. Les coûts médicaux vont être quasiment identiques parce que ce sont quand même des patients qui vont s'infecter, même s'ils vont s'infecter moins et qui vont avoir quand même des coûts médicaux importants. Par contre, des coûts non médicaux un peu plus légers parce que ce sont des patients qui vont pouvoir travailler, arriver à l'âge adulte avec des adaptations. Et enfin, quand on regarde la dernière catégorie, donc ceux qui ont été traités précocement, le coût du traitement est le même, parce que je rappelle, c'est le même traitement, donc ça ne change rien. On ajoute le coût du dépistage néonatal, qui est très faible, on parle de 2 à 5 euros par enfant dépisté, donc c'est vraiment une goutte d'eau par rapport au reste. Et par contre, là, les coûts médicaux et non médicaux quasiment inexistants, ce sont des enfants qui grandissent normalement pour la plupart. Donc on a voulu vérifier toutes ces données en extrapolant, donc en faisant une analyse médico-économique, et donc pour cela, en fait, on a comparé vraiment 2 situations, c'était comparer les coûts de santé et les coûts globaux avec ou sans dépistage
dépistage néonatal. Et en parallèle, on a regardé, on a comparé les QALY, donc les qualités de vie liées à la santé, dans ces deux scénarios. Et donc on a utilisé un modèle de Markov qui nous a permis d'extrapoler sur la durée de vie de ces patients pour voir comment ils allaient évoluer avec quelques idées, quelques imaginations de comment ils allaient évoluer. Et en fait, chaque état de santé va être lié, va avoir un coût et va avoir une QALY, donc une qualité de vie de santé. Et en fait, ça nous a permis d'observer que c'était vraiment que le dépistage néonatal était co-efficace, malgré le coût du traitement, malgré tout ce qu'on a pu voir avant, ça restait efficace. Et donc, ça devient un excellent investissement pour la société que d'investir dans le dépistage néonatal. J'ai l'habitude de dire aux autorités de santé, si vous ne dépistez pas pour les enfants, on ne fait que pour l'argent. C'est un argument qui marche. En parallèle, on a partagé ce programme donc, auprès de plus de 22 pays, donc à la fois les données médico-économiques, mais aussi la mise en place du programme, vraiment donc en open access, donc là avec un petit focus sur l'Europe. Donc c'est vrai que c'est des pays qui depuis ont bougé sur ce dépistage. En parallèle, on a fait également une enquête qui nous a permis auprès de plus de 80 pays de voir l'état du dépistage, l'état de l'accessibilité déjà au traitement dans le monde, comme c'est très récent, c'est depuis 2018 uniquement, et l'état du dépistage néonatal. Et donc ça, c'est un modèle de l'article qui n'est pas encore publié. On peut voir qu'en Europe, l'Europe a commencé massivement à dépister ses nouveau-nés. Et donc, on est quand même très contents, ça se propage à grande vitesse. Voilà, je tenais à remercier déjà les parents et leurs patients, enfin les patients et leurs parents plutôt, pour avoir pris le temps de répondre à mes questionnaires et puis de continuer de m'envoyer les exploits de leurs enfants. Je continue à les suivre à Liège avec toujours autant de plaisir. Et puis bien évidemment les deux co-auteurs, donc le professeur Laurent Servet pour la partie médicale de cette thèse et puis la supervision globale, et le professeur Michael Lixman pour toute le versant économique. Voilà, je vous remercie de votre attention.